Bonjour, un invité exceptionnel aujourd'hui, Jean Charest, qui a été Premier ministre du Québec et désormais avocat. Vous êtes sur le balcon pour observer ce qui se passe en dessous de chez vous, aux États-Unis. Est-ce que vous avez été surpris par l'élection de Donald Trump? Malgré tout, Pascal, nous avons été surpris. Nous avons été surpris parce que sur la fin de la campagne, il y avait un sentiment, davantage un sentiment qu'une lecture, que Mme Harris avait réussi à construire un certain momentum, que M. Trump était davantage dans la controverse. Mais vous savez, il y a une chose qu'on avait oubliée. Plusieurs Américains avaient voté 2 semaines avant, depuis 2 semaines. Alors, c'est une nouvelle dynamique des campagnes électorales. C'est trompeur ce qui peut se passer sur la fin, alors que la moitié de l'électorat a déjà voté il y a de cela 10 jours. Alors, le résultat était, somme toute, un peu étonnant, probablement parce qu'il y avait de l'espoir chez ceux qui n'aiment pas M. Trump. Qui Euh, sont nombreux au Canada. oui, ils sont nombreux. La majorité des Canadiens, la forte majorité, ne sont pas du tout attirés par M. Trump. Les Canadiens ont toujours préféré les démocrates, se sont davantage identifiés aux démocrates. À tort ou à raison, vous savez. Parce que les démocrates, traditionnellement, sont plus protectionnistes que les républicains. Ce n'est plus vrai. Ce n'est plus vrai. Parce que M. Trump, lui, a sa religion sur les tarifs. Et en plus, la personnalité de M. Trump correspond pas du tout à ce que les Canadiens veulent chez leurs hommes, chez les hommes et femmes politiques. On est un peu plus tranquille que les Américains, nous. Alors, ça nous surprend toujours. Il y a deux façons de voir les choses pour vous. Vous êtes le pays quand même attaché au multilatéralisme. Oui, très. C'est vous qui avez créé les casques bleus historiquement, etc. Donc il y a une tradition quand même à la fois d'aide à la paix, d'aide au tiers-monde, qu'incarne assez peu Donald Trump. Et puis 80% de votre commerce va en dessous, va avec le voisin américain. Est-ce que vous craignez que Trump puisse mettre à mal les relations économiques entre vos deux pays? C'est un danger, c'est vraiment la première menace. D'abord, le Canada, pour bien comprendre, on peut réduire ça à quelques chiffres. Le Canada, c'est 40 millions d'habitants et les Américains, c'est 400 millions, plus de 400 millions, donc il y a un rapport de 1 à 10. Les Américains, c'est le pays, l'économie la plus puissante au monde, mais ce n'est pas uniquement l'économie la plus puissante au monde, c'est une superpuissance qui se comporte comme une superpuissance. Et tous les premiers ministres du Canada ont comme mission de pouvoir développer avec les États-Unis une relation qui est fructueuse. Alors nous sommes, parce que nous sommes que 40 millions d'habitants, nous sommes très dépendants sur le commerce extérieur. Et ce commerce, il est concentré fortement sur les États-Unis. Les deux économies sont fortement intégrées comme nulle part ailleurs sur la planète. Et juste pour vous donner une idée des conséquences, 63% de ce que nous exportons aux États-Unis sont des intrants pour des produits qui seront fabriqués aux États-Unis et revendus ailleurs, incluant le Canada. Dans le secteur de l'automobile, on dit que des pièces automobiles peuvent traverser la frontière jusqu'à 7 reprises entre le moment où on fait l'assemblage final d'une voiture. Alors, tarifer les produits pour les Américains, c'est vraiment se tarifer eux-mêmes. Donc s'ils élèvent trop les taxes, ils vont subir l'inflation et augmenter leurs produits par rapport aux autres concurrents. Et ils le feront et ça a peu de sens. Mais vous savez, M. Trump, sur cette question-là, a une ligne assez simple. Il a une perception, je pense, du commerce qui ne correspond pas au monde actuel. C'est vrai, par ailleurs, pour la France et l'Europe. Il n'y a pas de produit complexe qui est fait uniquement dans un seul pays. Ça n'existe plus. Si vous faites des motoneiges, si vous faites des trains, si vous faites... Ça n'existe plus. Alors donc, Trump a une vision plutôt datée de ce qu'est le commerce. Mais enfin, il faut vivre avec. Et pour certains produits, ce sera intéressant, Pascal. Prenez l'énergie, par exemple. Parce qu'une des choses qui a beaucoup changé aux États-Unis et que le reste de la planète n'a pas peut-être mesuré correctement, c'est que les Américains sont devenus autonomes sur le plan énergétique depuis les années 2017. C'est quand ce qu'on appelle le fracking a commencé, dans les années 2007, qu'ils ont été chercher davantage de pétrole et de gaz. Et la conséquence de cela, c'est que les conflits au Moyen-Orient ont moins d'effet sur eux. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'effet, parce que le détroit d'Ormuz, c'est le tiers du pétrole.
qui se consomme à tous les jours, qui passe par le détroit, et en plus, c'est un marché intégré. Le Canada, nous sommes grands producteurs de pétrole et gaz, et 60% de ce que les Américains achètent de l'extérieur de leur pays en pétrole vient du Canada. Est-ce que Trump va tarifer le pétrole canadien, alors qu'il a promis à plus de je pense que c'est 3 douzaines de fois dans ses discours, de baisser le prix du pétrole et de l'énergie de moitié dans la première année de son mandat? Alors donc, il y a beaucoup de nuances dans ce qu'il dit, ce qui arrivera, mais la menace pour nous, elle est réelle, elle est constante. Alors vous êtes aussi donc attaché au multilatéralisme, ça fait partie un peu de l'ADN de la diplomatie canadienne. Est-ce que vous ne craignez pas que non seulement l'arrivée de Trump au pouvoir, mais l'attitude de Vladimir Poutine, pour ne pas parler de que de plus en plus de multilatéralisme est remis en cause et que les politiques de force, militaires ou économiques d'ailleurs, soient de nouveau sur le devant de l'agenda? M. Trump, dans son premier mandat, avait fait une mission en Arabie Saoudite et au retour, 2 de ses conseillers, celui à la sécurité nationale, H.R. McMaster, qui l'a lâché depuis, et Gary Kahn avait écrit un papier dans le Wall Street Journal où il disait, il résumait la pensée de M. Trump. Il disait ceci: il n'y a pas de there is no global community. Ça n'existe pas une communauté globale. Il y a des pays qui ont des intérêts propres et la planète est une arène. Le choix du mot est très important parce que dans une arène, il y a un vainqueur et des vaincus. Et donc, tout est rapport de force. Alors, pour M. Trump, qui est déjà transactionnel, lorsqu'il fera affaire avec la France, l'Union européenne, indistinctement, tout est rapport de force. Et le multilatéralisme, ça ne l'intéresse pas. Il voit dans le multilatéralisme une dilution de son influence et de son pouvoir. C'est le contraire pour nous. C'est le contraire. Si vous êtes 40 millions d'habitants et vous n'êtes pas une première puissance mondiale, vous savez d'expérience que vous avez besoin d'alliés et qu'il est possible d'avancer à la condition de le faire ensemble, ce qui n'est pas simple. Donc, il y a vraiment un affrontement de 2 visions pour l'avenir de la planète et avec un peu de chance, Trump va reconnaître qu'il y a aussi sur les choses comme l'OTAN, il y a quand même un intérêt commun. Mais le point de départ pour lui, c'est le rapport de force, c'est l'unilatéralisme, et l'isolationnisme. Mais est-ce que le Canada, du coup, n'a pas intérêt de se rapprocher des Européens, politiquement, diplomatiquement? Vous êtes bien sûr un pays nord-américain, mais en termes de relations internationales, votre penchant, surtout avec un président comme Trump, est plutôt du côté européen. Est-ce que vous pensez que le Canada va, au sein de l'OTAN ou au sein du G7, se rappelle de cette mise en garde de M. Trudeau contre Trump lors du premier mandat, est-ce qu'il y aura une sorte de rapprochement du Canada avec les pays européens? On verra l'approche canadienne. J'ai des inquiétudes là-dessus. D'abord, on est un pays continental, au sens où nous sommes à la fois sur l'Atlantique, le Pacifique et l'Arctique. En fait, 3 océans. Et au sud, la frontière américaine qui fait 8000 km, très longue frontière terrestre. Et là-dessus, moi j'ai une inquiétude. Je vais vous dire pourquoi. Nous allons renégocier l'accord de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique en 2026. À la demande des Américains. C'était une exigence de Trump lorsqu'il a négocié. Il a dit en 2026, il y a une renégociation. Nous, on a gagné la bataille des mots. On a dit on veut une révision. Ça ne change rien. Il va vouloir tout revoir. Et déjà, le Canada a annoncé que nous étions prêts à faire une entente distincte de celle que les Américains feront avec le Mexique. Pourquoi? Parce que le Mexique, il y a 2 sujets. L'immigration, sujet très fort pour Trump, et qui n'est pas un sujet pour le Canada sur la frontière. Donc, c'est le Mexique qui est visé. Deuxième sujet, les Mexicains, on les soupçonne de faire entrer la Chine par la porte d'en arrière pour avoir accès au marché nord-américain, ce qui déplaît amèrement à M. Trump. Alors, le Canada, à mon avis, n'a pas intérêt à se distancer trop rapidement des Mexicains. Et, à mon avis, nous avons intérêt à travailler avec d'autres pays. La même chose est vraie pour l'Europe. Et c'est moi qui avais initié l'accord de libre-échange entre le Canada et l'Europe, le CETA, dans le but de diversifier nos échanges économiques. Et à plus long terme, Pascal, pour prendre un peu d'avance,
moi, ma vision, mon rêve, c'est qu'un jour, à la fois l'Europe et l'Amérique du Nord puissent faire une entente commune pour faire un contrepoids à la Chine. Non pas dans un esprit d'hostilité, mais surtout dans le but de protéger nos intérêts et de pouvoir faire valoir des règles de commerce qui reflètent également nos valeurs, l'environnement, le respect des droits humains, tous ces sujets-là sont abordés pour être abordés par nous. On est loin de cette vision-là, je le reconnais. Là. Je suis pas, c'est pas un grand camp qui le porte actuellement, mais un jour, je pense que ça devrait être le projet des États-Unis, du Canada et de l'Amérique et avec l'Europe. Parmi les dossiers chauds, vous êtes membre de l'OTAN. L'OTAN vient en soutien de l'Ukraine dans la guerre d'agression que lui mène la Russie. Et il y a de plus en plus de doutes sur l'engagement à long terme des États-Unis, du fait des déclarations de Trump, et même aussi du fait de certains démocrates qui, eux aussi, ont exprimé une sorte de fatigue de l'aide à l'Ukraine. Si les États-Unis cessaient leur aide, que pourrait faire le Canada? Quelle serait la réaction de votre pays qui a pris des engagements envers l'Ukraine, mais qui, effectivement, ne peut pas peut-être faire sans les États-Unis? Le Canada s'est engagé de manière très formelle envers l'Ukraine pour fournir des armes, pas assez rapidement, à mon avis, et des munitions, mais également un soutien financier, mais aussi un soutien de la population. Vous savez que c'est au Canada où il y a la plus forte diaspora ukrainienne se trouve au Canada. Et qui date d'avant, il y avait déjà une forte immigration avant la guerre. Avant la guerre, qui date de la fin du 20e siècle, et beaucoup concentrés dans l'ouest du pays, très bien intégrés, ils sont à tous les niveaux, en politique, dans les affaires, enfin. Alors donc, la voix des citoyens d'origine ukrainienne au Canada pèse beaucoup. Alors, on est très engagés sur l'Ukraine, et nous avons des soldats qui sont actuellement en Moldavie, parce que l'OTAN s'est donné comme mot d'ordre de préparer les pays frontaliers au cas de guerre, et le Canada va contribuer à cet effort, dans la mesure de nos moyens. Maintenant, sur le 2 % d'engagement du PIB de l'OTAN, nous sommes en défaut. Et nous sommes en défaut depuis très longtemps. Et depuis très longtemps, Pascal, je peux vous confirmer que les Américains soulèvent le sujet avec nous, en fait depuis 40 ans, que je suis en politique fédérale. Quand j'étais au gouvernement de M. Mulroney, on avait atteint le 2 %, mais c'est un sujet qui revenait constamment. Et là où le Canada a vraiment une responsabilité, c'est sur l'Arctique canadien. Territoire immense, vaste, et les changements climatiques font en sorte que le territoire se transforme à vitesse grand V. Vous savez, il y a l'équivalent de 5 mers mortes qui ont fondu en termes de fonte de glaciers l'an dernier, en 2023, sur la planète. 5 mers mortes, l'équivalent. Et l'impact sur l'ouverture du Grand Nord canadien, où nous sommes voisins de la Russie, est très important. Alors, le Canada a une occasion de remplir ses responsabilités, d'atteindre l'objectif en faisant ce qu'il doit faire dans son intérêt à lui et être davantage présent dans l'Arctique canadien. Et sur le dossier de changement climatique, là aussi, est-ce qu'il y a un risque que Trump se retire de nouveau de l'accord de Paris? Quelle est la position du Canada par rapport à ces défis? Trump va sans doute se retirer à nouveau de l'accord de Paris. Là-dessus, il a été assez clair. Quoiqu'il y a une dynamique qui est quand même assez fascinante. Hein? Elon Musk a joué un rôle très important dans la campagne. Là, tout le monde s'interroge sur le vrai rôle et l'influence réelle de Musk et pour combien de temps. Musk, c'est les voitures électriques, c'est les Tesla. Ça a fait dire à Trump lors d'un de ses rallyes, parce que c'est du pur Trump, il dit, vous savez, j'étais opposé aux voitures électriques, mais là, Elon Musk m'a forcé à changer d'idée parce qu'il donne de l'argent à ma campagne. Puis plus, c'est inouï, on entend ces choses-là, on dit, ça se peut pas. Mais alors, sur ce sujet-là, ce sera peut-être un peu plus nuancé qu'on le croit. Biden a fait le grand Inflation Reduction Act, le IRA, qui est une politique industrielle très agressive, dans laquelle il a déversé des milliards, qui a beaucoup inquiété l'Europe avec raison, et nous aussi au Canada, parce qu'on ne peut pas leur faire concurrence. Est-ce que Trump va l'arrêter? Probablement pas, mais il va probablement ne plus poursuivre, il va permettre au projet engagé de se finir. Sur le reste, lui,
sur le plan énergétique, il veut développer davantage de ressources dans le secteur pétrolier et gazier, il veut faire baisser les prix, il veut enlever la réglementation environnementale. Alors, ce n'est pas une bonne nouvelle pour la planète, le plan de Trump. Comment peut-on réagir par rapport à ces attaques sur le multilatéralisme? Trump a déjà annoncé qu'il quittait l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. On se demande s'il va rester à l'OMC. Il ne sortira pas de l'ONU, mais il va certainement vouloir l'imiter. Quelle est la stratégie du Canada pour cette nouvelle réalité? À mon avis, les pays qui sont ce qu'on appelle en anglais like-minded, qui partagent la même vision de ce que doit être notre collaboration, le multilatéralisme, les valeurs communes, doivent continuer à travailler ensemble sans pour autant être hostiles au gouvernement américain. Et il faut dire que c'est un gouvernement qui... Alors comment faire? Parce que... il faut resserrer nos liens, il faut pas... Moi, je pense qu'il ne faut pas se laisser. Il faut vraiment avoir la volonté d'une vision à long terme. Et je sais que c'est très peu commun en politique aujourd'hui, mais ce que nous avons comme situation va durer quelques années. Nous ne reviendrons pas à ce que nous connaissions avant, par ailleurs. C'est l'idée de dire Trump va passer puis ça va revenir à la normale, oublions ça. D'abord, Trump a fait des petits. Il y a des émules de Trump. Le Trumpisme va survivre à Donald Trump. Mais nous, les pays qui partageons des valeurs communes, une vision commune, un intérêt commun, je pense qu'on doit continuer à travailler ensemble et accepter le fait que les Américains seront peut-être moins présents et moins actifs dans nos forums. Est-ce que vous pensez que la guerre en Ukraine va se terminer par la cession de territoires, pas du moins pas la cession, mais que l'Ukraine ne pourra pas récupérer les territoires et qu'au final, même si les pays occidentaux ne le reconnaissent pas, ce sera un peu le territoire contre la paix ou contre le cessez-le-feu? Les hypothèses actuelles semblent nous amener vers une solution que vous venez de décrire, c'est-à-dire une cession de territoire, mais de quelle façon y arriver? Moi, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais si on décode, d'abord, un signal positif des derniers jours, c'est que le nouveau conseiller à la sécurité nationale de M. Trump a dit qu'ils allaient travailler avec l'administration Biden parce qu'ils ont compris que dans la période actuelle, entre les deux présidents, que c'était une période où M. Poutine voulait profiter de l'incertitude, de l'instabilité pour poser un certain nombre de gestes. Alors, de toute évidence, Pascal, ils ont voulu, depuis les derniers jours, envoyer un message à M. Poutine que c'est très imprudent de penser que les Américains ne vont pas réagir, ce qui me paraît encourageant. Maintenant, M. Trump, depuis des années, répète qu'il va régler ça dans une journée. Comment régler ça dans une journée? Personne ne croit ça. Mais il se pourrait très bien qu'il tente de forcer le jeu vers ce genre de règlement. Est-ce que ce sera ça? Très difficile de savoir. Et là, l'Europe entre en scène. Vous savez, une des conséquences de l'élection de Trump, c'est que ça nous force à nous mettre les yeux devant les trous, à la fois en Europe et ailleurs. Nous, au Canada, ça nous force à assumer notre responsabilité dans la protection de l'Arctique canadien. Là-dessus, Trump n'a pas tort de nous dire vous devriez assumer davantage. Là-dessus, il a raison, mais pour l'Europe, que ce soit l'OTAN, la guerre en Ukraine, qui sont reliés évidemment, mais également sur le plan du commerce, le plan du développement économique aussi. Vous avez le rapport Draghi. Vous avez l'Europe a une réflexion à faire sur son avenir économique et le secteur des technologies, l'intelligence artificielle, tout ça, les minéraux stratégiques. Dans le fond, il nous force à faire une réflexion et assumer davantage de responsabilités puis à développer une vision à plus long terme. La Cour pénale internationale vient de délivrer 2 mandats d'arrêt contre Benyamin Netanyahu et Yoav Gallant, ainsi qu'un autre contre Mohamed Def, dont on ne sait pas s'il est toujours vivant. Ça a suscité un choc parce que c'est la première fois qu'un allié des Occidentaux et on demande son arrêt. Comment le Canada réagit à cette nouvelle? Le Canada va faire une analyse du jugement, je crois, mais je pense qu'au Canada, on reçoit ça avec un assez haut niveau de scepticisme.
Et évidemment, les Américains ne sont pas des membres de la Cour. Ouais. Non. Alors, eux ont déjà campé leur position et nous, on croit beaucoup à la règle de droit. Puis en même temps, les analyses ne sont pas faites encore du côté canadien, mais de ce que j'ai compris, Pascal, ça va être reçu avec un niveau de scepticisme assez élevé. Et avec Au point que Netanyahu pourrait aller au Canada sans être inquiété? Je ne pourrais pas vous dire à ce moment-ci. Je ne pourrais vraiment pas vous dire, mais Et est-ce que vous pensez, est-ce que le débat au Canada, c'est est-ce que la Cour a gagné en crédibilité en mettant tout le monde sur le même niveau, ou est-ce qu'elle a perdu en crédibilité en mettant sur le même niveau le Hamas et le gouvernement israélien? Je ne crois pas que la Cour... on est encore dans ce qu'on appelait the fog of war, hein, des théories de guerre. Et dans un contexte comme celui-là, c'est très difficile de faire la part des choses. Tout le monde aimerait bien qu'on mette fin à ce conflit le plus rapidement possible. On n'en prend pas le chemin. Non. Alors, on ne voit pas le chemin actuellement. Et je m'inquiète beaucoup de l'antisémitisme dont on est témoin, à la fois en Amérique du Nord, au Québec, au Canada, ici en Europe, en France. Ça, je trouve que c'est très, très inquiétant. Il faut le dénoncer avec beaucoup de fermeté. Et c'est différent de la critique politique du gouvernement israélien. C'est oui, puis on peut très bien accepter, on doit accepter le fait que les gouvernements prennent des décisions. Ils ne prennent pas toujours les bonnes décisions, les décisions qu'on souhaiterait qu'ils prennent. Et ça, il faut être capable de faire la part des choses. Et le Canada s'est inscrit, je pense que de temps à aussi partager ses inquiétudes, ses critiques. En même temps, c'est un conflit qui est tellement chaud à l'heure actuelle que on espère que, et peut-être que le changement de gouvernement aux États-Unis va aider aussi, on ne le sait pas, que peut-être que M. Trump, après tout, a fait les Abrahamic Accords entre les Émirats arabes unis et Israël, hein? Et ça a été un de ses faits d'armes en diplomatie. Alors, et qu'il n'a pas réglé la question palestinienne, c'est ce qu'on reprochait à c'était cela. Pas, mais et puis, fait intéressant cependant, rappelez-vous que la veille du 7 octobre, l'Arabie saoudite était en négociation avec Israël pour s'inscrire dans les Abrahamic Accords. Et que l'attaque du Hamas était, je pense que c'est clair aujourd'hui, est en lien avec une stratégie pour empêcher, pour casser la négociation. Alors on est loin d'une paix au Moyen-Orient, mais espérons, en tout cas, on espère que le conflit va au moins se refroidir au point où les parties pourront conclure une entente. Vous avez eu des graves problèmes avec la Chine, l'arrestation de l'héritière de Huawei, l'arrestation de 2 universitaires canadiens accusés d'espionnage. Est-ce que les choses sont revenues à un niveau plus confortable pour les uns et les autres? Et j'ai été dans ce dossier-là, moi, comme avocat, l'affaire de Meng Wanzhou avec les 2 Michael. Et Mme Meng Wanzhou a été arrêtée à Vancouver sur un mandat qui nous venait des États-Unis, un mandat d'arrestation en extradition. Et on a fini par conclure une entente, ce qu'on appelle un DPA, un Deferred Prosecution Agreement avec les Américains. Enfin, les 2 Michael sont venus. Ça a créé beaucoup de tensions entre les 2 pays. Et là, il y a une volonté, on sent qu'il y a une volonté commune de part et d'autre. Un nouvel ambassadeur de la Chine vient d'être nommé au Canada, en passant, qui est venu faire une visite à Montréal, que j'ai rencontré, qui clairement a un mandat de reconstruire la relation. Maintenant, tout ça se fera à l'ombre de la relation entre la Chine et les États-Unis. Je vais vous donner un exemple. Les Américains ont imposé un tarif de 100% sur les voitures électriques qui entrent de la Chine aux États-Unis. Le Canada a suivi, a fait lui aussi un tarif de 100%. Et pourquoi on l'a fait? Parce que notre industrie automobile entre le Canada, les États-Unis et le Mexique est totalement intégrée. Impossible pour nous de faire autrement. Alors donc, on est en partie dépendant de ce qui se passera. Maintenant, il faut que nous puissions développer notre propre politique vis-à-vis de la Chine sur un engagement avec eux dans des secteurs clés où nous avons des intérêts communs. L'environnement, l'agroalimentaire, nous, on fournit beaucoup de nourriture à la Chine. L'énergie est un autre secteur où on peut travailler ensemble. Alors là, il faut reconstruire la relation sur la base d'intérêts communs.
Et je pense que nous allons vers cela, mais ça va prendre beaucoup de temps et beaucoup d'efforts. Autre géant asiatique, l'Inde, qui est une démocratie, mais avec lequel les relations sont très compliquées en ce moment. Avec l'Inde, c'est c'est un truc Pour de exemple, aux cinéma. auditeurs, le gouvernement canadien accuse l'Inde d'avoir fait tuer un Ouais, opposant sikh qui avait la nationalité canadienne. tout à fait. Alors, il y a au Canada une communauté sikh qui revendique l'indépendance d'une région qui s'appelle le Khalistan. Et ce sont donc des séparatistes sikhs qui sont très présents au Canada. C'est une diaspora qui est très nombreuse et c'est une source d'irritation pour le gouvernement indien parce que ce sont des séparatistes. Il y a eu, vous savez, l'acte terroriste le plus important qui s'est fait au Canada, c'est l'explosion d'un avion de Air India en 1985, plus de 230 personnes assassinées. Et c'était des terroristes sikhs qui ont fait sauter l'avion. Alors, il y a une longue histoire et le Canada reproche au gouvernement indien d'avoir organisé des assassinats d'État, des tentatives. L'information venait des Américains. Nous, on fait partie d'un regroupement qui s'appelle The Five Eyes. États-Unis, Grande-Bretagne, Nouvelle-Zélande, Australie et Canada. On partage de l'intelligence. Et donc, il y a des relations très tendues actuellement entre l'Inde et le Canada. Ça aussi, ça va peser dans notre capacité de travailler avec les Indiens pour un avenir prévisible. Merci beaucoup, Jean, pour cette perspective canadienne sur les grandes affaires mondiales. Extrêmement intéressante. Merci beaucoup, Jean. Merci, Pascal.